Salut les pépettes. Et c'est Permamax, de retour sur ces digressions. Ça pourrait presque être une réflexion au coin du feu, parce que c'est une digression où j'ai pris un petit peu le temps de prendre du recul sur l'actualité, de chercher des infos sur tout ce qui concerne, si vous avez vu dans le titre, les méga-bassines, hein, les fameuses méga-bassines où il y a eu des émeutes et compagnie. Et c'est pas simple comme sujet, c'est pas simple du tout. Pas évident de se forger une opinion si on se fie que aux médias et que aux médias, on va dire mainstream, télévision, journaux, ou les médias un peu parallèles sur internet, YouTube, Twitch et compagnie. Sujet épineux. Donc je vais essayer d'abord de prendre une approche neutre le plus possible. Et plutôt chronologique. Je cherche mes mots encore, hein, toujours. Ce serait pas moi. Et du coup, c'est parti. On voit ça tout de suite. Après le générique. Alors, ces fameuses bassines. D'abord, qu'est-ce que c'est que ces méga bassines? Qu'est-ce que ce n'est pas? D'abord, c'est pas ce qu'on a pu voir défiler des fois un peu de tout et n'importe quoi. C'est pas des barrages. Donc, ou des retenues d'eau qu'on pourrait faire au milieu de vallées ou creuser pour bloquer de l'eau de pluie ou de l'eau fluviale. C'est pas non plus une réserve de récupération d'eau pluviale, même que si c'est un ciel ouvert, forcément il va pleuvoir dedans, hein. Le principal fournisseur d'eau de ces bassines, ça va être nos nappes phréatiques. Donc ça peut être des lacs souterrains, des rivières souterraines, mais principalement en France, les nappes phréatiques, c'est de la roche. La roche poreuse qui est gorgée d'eau en fait. Et ces fameuses nappes phréatiques, elles se remplissent en général l'hiver et elles se vident au fur et à mesure qu'on tape dedans et qu'il pleut pas, donc plutôt l'été. Et les nappes phréatiques, non seulement elles fournissent l'eau potable de nos robinets dans les châteaux d'eau, et elles fournissent aussi principalement les cours d'eau qu'on appelle rivières par le biais des sources. Donc les rivières se renfluent aussi avec les pluies, hein, comme tout ce qui est à ciel ouvert. Mais à l'été, quand il pleut pas, quand il y a encore de l'eau qui coule dans les cours d'eau, c'est que ça vient des sources, donc du moment où t'as la nappe phréatique qui est là et t'as le sol, à un moment donné, il passe là. Et la nappe phréatique, l'eau, elle déborde, on va dire. Et après, elle coule en suivant le cours d'eau. Ce qui fait que l'été, on a souvent les rivières qui sont soit à sec si la nappe phréatique n'est pas assez remplie, soit un petit filet ou moins rempli que l'hiver, en règle générale, jusqu'à cette année ou l'année dernière avant. Et la bassine, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va pomper de l'eau dans ces nappes phréatiques. Alors le but, c'est de pomper l'hiver quand les nappes se remplissent, à la base, pour stocker de l'eau en surplus, qui ne part pas dans les rivières l'hiver, mais il y a la pluie qui est censée faire le job à ce moment-là, pour pouvoir rendre l'eau disponible pour l'agriculture principalement, enfin uniquement d'ailleurs, pendant les périodes sèches où il y a besoin d'irrigation. Et voilà. C'est un mécanisme où on va pas prélever l'eau de pluie qu'on récupère sur les toits, qui partent dans les... Alors c'est pas dans les égouts en fait, c'est dans un système parallèle. Les égouts, c'est nos eaux sales de ce qu'on se lave, de nos toilettes, pour ceux qui tirent la chasse d'eau encore, et l'eau de vaisselle, l'eau de douche, enfin voilà, c'est tous ces trucs-là. Et des déchets industriels aussi,
les fameuses eaux grises, eaux noires, que l'eau pluviale allait sur un second canal dirigé vers des rivières directement, qui partent directement dans les fleuves et se jettent à la mer. Donc en ramassant tout ce qu'il y a sur nos trottoirs, les mégots, les plastiques, les déchets. C'est pour ça qu'il ne faut pas jeter le mégot par terre. Hein. Voilà, j'utilise un cendrier, je le vide dans la poubelle. Et quand je fume dehors, ben, je garde mon mégot dans ma poche après l'avoir éteint sous ma semelle ou je le mets dans une poubelle dans la rue. Enfin voilà, il ne faut pas jeter vos mégots par terre. Pourtant, je fume des roulés, il n'y a pas de filtre. Même pas en carton, même pas en plastique. Et ben même ça, je les jette pas parce que dedans, il y a des poisons pour ce qui vit dans les rivières, dans les fleuves et surtout dans la mer, là où ça atterrit tout à la fin. Et même si c'est méchamment dilué, ça reste du poison. Le dosage est moindre, mais on est 8 milliards. Si on était 8 milliards de fumeurs, heureusement, c'est pas le cas. Je pense que ce serait pas souhaitable. Donc à la poubelle, et à la poubelle, c'est rebrûlé dans certaines déchetteries. Enfin voilà, chaque déchetterie, c'est un autre sujet à ces traitements. Mais les eaux pluviales, voilà, elles sont évacuées. Les eaux pluviales, oui, c'est ça, elles sont évacuées dans. Elles traînent pas, elles stagnent pas en fait. Hein, on les laisse pas stagner et on les envoie très loin, très vite. Dans certaines villes, on commence à remettre ces eaux pluviales un petit peu. On essaye de rendre les zones poreuses, les parkings, etc. On essaye de remettre on enlève le bitume, on remet du gravier plus serré pour là où on stocke les véhicules et du gravier plus leste là où on marche. Comme ça, l'eau peut pénétrer le sol. Je ne sais pas si vous avez remarqué aussi aux abords des ronds-points, il y a aussi des bassines qui sont justement là pour évacuer l'eau des différentes routes qui mènent au rond-point et qui vont par porosité tranquillement descendre vers les nappes phréatiques et faire le job que l'eau pluviale est censée faire au départ. Certaines villes ont commencé à réfléchir un petit peu à ne plus trop vite évacuer les eaux pluviales, parce que de toute façon, la mer, elle manque pas d'eau, les fleuves et les rivières, oui, des fois, mais c'est pas une eau forcément souhaitable hein, pour nos amis pêcheurs, ou comme moi, ceux qui aiment faire trempette dans les rivières, que ce soit avec le kayak ou en maillot de bain. C'est pas super génial, on va dire. Il y a même encore des villes où ils n'ont pas de système vraiment d'égout et c'est les eaux usées des maisons qui partent aussi dans les rivières. Bon, ça arrive. Il faut pas se blesser si on va jouer dans l'eau, quoi. Hein, voilà. On revient à nos moutons. Ces super méga bassines, non, elles vont directement pomper l'eau des nappes phréatiques l'hiver, comme je disais, pour la redistribuer l'été. Et ça a été validé par le BRGM. Alors, c'est le bureau régional de gestion, je ne sais plus quoi, je dis des bêtises. Mais c'est un bureau d'études avec des ingénieurs, donc des scientifiques hein, qui ont pondu une étude. C'est pas un article, c'est pas une thèse, il n'y a pas eu de relecture par les pairs, etc. Et c'est une étude qui a été donc demandée par le bureau de ceux qui fabriquent les méga-bassines. Donc, pour pas être en conflit d'intérêts, c'est pas les fabricants qui ont mené l'étude, ils ont commandé une étude à un bureau d'études qui a pondu ce rapport comme quoi, a priori, à prime abord, c'est pas déconnant comme méthode de raisonnement. Parce que des fois, très souvent, on voit les rivières déborder l'hiver et on est à sec l'été. Donc, oui, plutôt intelligent. Et en plus de ça, suite à la sortie de ce rapport, donc on reprend la chronologie, le constructeur a dû proposer à un moment donné aux autorités locales de là où ils construisent les autorisations de construire et donc exposer d'abord aux élus locaux et ensuite exposer via les élus locaux à la population et aux principaux concernés que sont les agriculteurs, les exploitants agricoles, qui irriguent pour tout simplement de la transparence pour éviter justement les conflits qu'on a eus là récemment. Et ça a été fait, études scientifiques assez poussées, on va pas dire rigoureuses non plus, mais assez poussées, avec des données qu'ils avaient, hein, donc ils se sont basés sur
sur le niveau des nappes phréatiques, sur une période assez reculée pour qu'on ait du recul, justement, hein, sur valider les données et s'assurer qu'elles sont bonnes, mais pas trop pour être à peu près à l'ère du temps. Donc, ils sont basés sur la période, on va dire la première décennie du siècle, hein, entre 2000 et 2010 ou 2001-2011, dans cette zone-là. Et en effet, si on regarde les données d'entrée qu'ils mettent dans leur algorithme, ça marche bien. Donc, pourquoi tous ces soucis? C'est un souci politique. Alors, il y a beaucoup de militantisme parce que c'est un système d'irrigation qu'on veut continuer d'entretenir alors qu'il est clairement temps de changer aujourd'hui notre mode agricole. En fait, on essaye de faire de l'innovation, dans le terme vraiment primaire du mot. Innover, ça veut dire innover. Donc, privation du nouveau. C'est pas nouveau, on fait en sorte que ça reste comme toujours. C'est une nouveauté qu'on crée pour s'adapter à un changement, pour que ça reste comme c'était avant. C'est ça le vrai mot innovation à la base. Et a priori, beaucoup de militantisme, surtout dans le monde écologique, hein, dans lequel je pense pas mal d'entre vous, dont moi, faisons partie. Je suis pas dans le militantisme en fait. Moi, quand on est militant, souvent on est révolté parce que quelque chose paraît injuste. Et juste parce qu'on est révolté, on cherche pas à chercher le pourquoi, du comment, le fond de la chose. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que je publie seulement maintenant. Je laissais un petit peu le flanc tomber. Je préfère travailler à froid qu'à chaud. Parce que on prend plus le temps de réfléchir avec du recul, comme le bureau d'études, hein, qui a pris pas trop de temps, mais en arrière pour avoir ces données. Et moi c'est pareil, je prends pas trop de temps non plus pour être un petit peu encore dans l'actualité, parce que il est important de savoir où on met les pieds aujourd'hui pour demain. Et quand on est militant, souvent à raison, c'est le pathos, c'est l'affect qui est mis en avant. Et on a pu voir une escalade de la violence, ce qui est regrettable mais prévisible depuis toutes les tensions en ce moment géopolitiques, rien que sur la France, hein, déjà, sans parler de la planète entière. Entre les réformes des retraites, les 49.3 qui tombent à tirer l'arigot, etc., on a clairement l'impression d'être pris pour des abrutis. On manifeste dans la rue, on se prend des tirs de flashball illégaux, parce que, pour info, le flashball, c'est une arme de défense que les policiers ont le droit de se servir s'il y a une attaque. C'est pour neutraliser la personne qui les attaque. La plupart des utilisations de flashball qui ont eu lieu aujourd'hui sont tirées au pifomètre dans la foule. Et il y a quand même des gueules cassées à l'arrivée, voire pire. Hein. Des gens qui ont le dos tourné, qui s'en prennent de tous les côtés. Donc ça agace un petit peu les foules. C'est ce qu'on appelle l'escalade de la violence à un moment donné. Ça a donné ces émeutes qu'il y a eu autour de la super bassine qu'on a pu voir au JT pour ceux qui regardent le JT. Moi, c'est sur YouTube que je me suis tenu informé principalement. Et cette escalade de la violence, à coups de cocktail Molotov, etc. Il y en a eu aussi des cocktails Molotov, attention, hein, tous les tirs de flashball n'ont pas été injustifiés. Mais de mon point de vue, ce que j'en ai reçu comme information, en tout cas, c'est la majorité qui n'est pas tolérable. C'est même pas une question de légalité, c'est une question d'humanité, là, à ce moment-là. La police a le monopole de la violence, paraît-il, hein, en France. On n'a plus le droit, nous, en tant que citoyens, d'être armés. On n'est pas aux États-Unis. Je pense, a priori, que ça peut être une bonne chose. Si seulement la police n'était pas tirée aveuglément comme elle le fait aujourd'hui. Elle était réhabituée à tirer sur la foule. Ce sont des armes non létales,
il peut quand même y avoir des morts, donc on va dire moins létales, moins meurtrières, mais elles font quand même des dégâts, quoi. Donc voilà, ce qui explique un petit peu cette escalade de la violence, entre autres en partie. C'est un monde très complexe dans lequel nous vivons aujourd'hui, tout va très vite et voilà, c'est tout. Donc ça, c'était un peu voilà la caution scientifique, politique, la transparence qui a été mise en place, etc. A priori, c'était bien fait, mais ça n'a pas suffi parce que les gens en ont ras-le-bol. Et le but du jeu d'avoir été transparent, c'était justement de dire aux gens, on a la science qui est derrière nous, donc la raison, hein, être contre, ce serait déraisonnable, ce serait être illogique, voilà. En plus de ça, il y a eu le débat politique, il a été fait avec les principaux intéressés, donc en plus de ça, c'est socialement plutôt bien monté. Sauf que, comme je disais tout à l'heure, c'était pas une thèse avec une relecture par les pairs, c'est un bureau d'études qui a fait une étude avec les données qu'elles avaient, donc bien ficelé par rapport aux données d'entrée qu'ils ont prises, sauf que c'est des données qui sont pas pertinentes, on va dire, par rapport à aujourd'hui. Il y a 10 ans en arrière, il y avait déjà le réchauffement climatique, mais on ne ressentait pas les conséquences. On a vu cette année et l'année dernière, les restrictions d'eau et l'année d'avant aussi, et malgré qu'il y ait eu beaucoup de flottes l'année d'avant, non, c'est donc l'année encore précédente où il y a eu des restrictions à l'arrosage et à tirer de l'eau potable et remplissage des piscines privées. C'est pas dans la décennie où il y a eu ces études-là, quoi. Donc les données d'entrée sont fausses, erronées, pas pertinentes. Voilà, plus généreux avec ce bureau d'études d'ingénieurs quand même, c'est pas des gros teubés qui ont fait ça, hein. Ils ont fait ça dans les règles de leur art, hein, mais aujourd'hui, quand on interroge les scientifiques spécialisés dans le monde aquifère, hein, enfin dans le monde de la gestion de l'eau, il n'y a pas consensus pour dire que c'est une bonne chose. Ça aurait même plutôt tendance à dire que cette étude est un peu fallacieuse. Il n'y a pas consensus. Hein, tout le monde n'est pas d'accord non plus dans le monde de la science de l'eau. Mais la majorité quand même a démontré que oui, c'était pas pertinent de ne pas avoir pris en compte les effets du réchauffement climatique qui sont apparus récemment par rapport à leur étude. BRGM a répondu à un rapport en admettant que oui, en effet, c'est exact. En prenant en compte les réchauffements climatiques aujourd'hui, ce n'est plus si pertinent que ça de pomper de l'eau l'hiver dans les nappes phréatiques pour pouvoir irriguer l'été. Ça a été reconnu par le bureau. Sauf que la machine avait déjà été lancée, les autorisations de construction et les permis de construire et de creuser ont été attribués à la fameuse entreprise qui avait demandé ces rapports. Et une fois qu'il y en a un qui a eu le droit de faire un précédent, les autres régions de France se lancent aussi sur le projet. Parce que monde industriel, parce que innovation, on fait comme on a toujours su faire, progrès. Un problème technique, on va y trouver une solution technique. Hein, sauf que le problème, encore une fois, il est systémique. Et la solution, la technologie peut aider, hein, attention à régler aider. Elle peut aider à solutionner, mais elle ne solutionnera pas tout. Il faut changer à un moment donné la manière d'utiliser l'eau. Donc, soit en effet en récupérant et en stockant les eaux pluviales, en changeant l'agriculture. Moi, c'est ce à quoi j'aspire avec Puissance Max. C'est entre autres d'accompagner des agriculteurs au changement, parce qu'il faut changer. Et oui, une plante a toujours besoin d'eau, mais il y a peut-être moyen de moins gaspiller. Puissance Max, c'est-à-dire maximiser l'utilisation de l'eau pour qu'elle soit vraiment utile au maximum, avec le moins d'évaporation, de pertes. Parce que l'évaporation, les plantes, elles ont besoin d'en faire pour vivre. L'évapotranspiration, ça s'appelle. Mais à un moment donné, on se heurte à ce mur que les nappes phréatiques ne se remplissent pas l'hiver,
On pompe quand même dedans, parce que c'est ce qui est prévu pour remplir les bassines. Et là, cet hiver, on a vu, on a traversé une période de sécheresse et tous les départements n'en sont pas encore sortis. Hein. On est aujourd'hui début avril. Les nappes phréatiques ne se sont pas remplies. Donc dans le rapport, il disait, voilà, les nappes phréatiques qui nourrissent les sources liées l'été, avec ce système-là, par rapport à leurs données, ils pensaient augmenter de 40%. Donc un fin filet d'eau augmenté de 40%, ça fait un filet d'eau un peu plus gros. C'est pas non plus la mer à boire, mais c'est quand même mieux pour la biodiversité, la vie marine, la vie des milieux humides et alentours, hein, parce que les animaux dans les forêts, etc., qui trouvent un petit ruisseau à boire, c'est toujours sympa pour eux aussi. Hein. Tout le monde a besoin d'eau. Hein. Il n'y a pas que les plantes, nous aussi, nous les animaux. Et le problème étant que les nappes phréatiques ne se sont pas remplies, mais on les a quand même vidées. Ce qui veut dire, en gros, on les a vidées. Elles vont se vider avec ce système-là. Ce qui veut dire que les périodes de sécheresse arriveront encore plus vite. Comme il y a eu, en plus de ça, une aide de l'État, à hauteur de 60%, le financement de ces structures, ça veut dire que tous ceux qui payent des impôts, qui payent des taxes, c'est-à-dire à peu près tout le monde, on a contribué tous à ça. Donc, les consommateurs et les producteurs. Seuls ceux qui ont, en plus d'avoir cotisé leurs taxes et leurs impôts, et qui auront payé un accès à ces bassines, auront accès à cette eau. C'est-à-dire que tous les autres agriculteurs, les petits agriculteurs, les petits paysans, qui n'ont pas les moyens de se payer un accès à ces bassines, ils payent quand même, par les taxes et les impôts, mais ils n'y auront pas accès. Et qu'est-ce qui va se passer cet été ou ce printemps même? C'est que les nappes phréatiques, elles sont vides et on va se retrouver à sec avant la saison. Et seuls les gros exploitants qui fournissent les gros industriels, la grande distribution, etc. Et puis la mondialisation, comme j'avais dit dans une de mes vidéos précédentes, en moyenne en France, chaque région est autonome à 2% au niveau alimentaire. C'est-à-dire qu'on est obligé d'importer 98% de ce qu'on mange partout, en moyenne. Hein. Il y a des régions à Avignon, je crois, qui sont autonomes à 20%, donc ils apportent 80% de ce qu'ils mangent. Et puis forcément, en fait, on se spécialise, donc ce qu'on produit, très courte, très faible production, on va dire, sur le panel de tout ce qu'on mange, on va l'exporter pour pouvoir importer ce qu'on mange. Donc on produit 2% et on exporte tout, je crois, à hauteur de 97%. En moyenne, encore une fois, on exporte à hauteur de 97% la production locale dans le reste du monde. Ça part sur les marchés, c'est joué en bourse, etc. Les Chinois, ils rachètent, ou pas. Hein. Enfin, je prends les Chinois parce qu'ils ont tendance à s'accaparer un petit peu beaucoup des ressources, que ce soit sur les terres rares ou sur l'alimentaire, le riz et compagnie. Ils font des stocks. Ce qui fait que les denrées deviennent rares sur le marché, donc les prix augmentent et l'inflation, enfin voilà, on connaît ce qui se passe en ce moment quand on va faire nos courses, hein, que ce soit au supermarché ou chez le petit commerçant du coin. Ça coûte plus cher. Parce que l'eau va en plus de ça devenir plus rare, donc ça aussi ça va devenir plus cher quand on voit le volume d'eau, je crois. Pour donner un ordre d'idée, je suis pas sûr des chiffres, ma mémoire étant ce qu'elle est, mais je crois que 1 kilo de viande rouge, c'est 1000 litres ou 1000 mètres cubes, je ne sais plus. Allez, on va être généreux, on va dire 1000 litres d'eau par kilo de viande. Entre ce que l'animal boit, l'eau qu'il faut pour nettoyer les étables, voilà, en viande rouge, je crois que c'est 1000 mètres cubes, mais c'est peut-être 1000 mètres cubes pour un animal, je ne sais plus. Enfin, c'est énorme le volume de flotte qui vient. Et s'il y a des restrictions, seuls ceux qui auront eu de l'eau pour irriguer via les méga-bassines pourront stocker de l'eau, on va dire, pendant les périodes propices à le faire pour nettoyer les étables et pour donner à boire aux bêtes. Bon.
déjà au niveau équité, on n'y est déjà plus. Plus le fait que bah, quand l'eau est dans les nappes phréatiques, il peut faire beau dehors, ça reste dans les nappes phréatiques. Ce qui fait que ça descend, c'est que les rivières coulent, donc ça fait un petit peu descendre le niveau. On tire de l'eau dans nos puits, ça fait descendre un petit peu le niveau. Et on tire de l'eau surtout dans nos robinets, ce qui fait descendre beaucoup le niveau. Donc nos robinets pour nos maisons, ou que ce soit les robinets pour l'irrigation. Hein. Et l'eau se faisant rare, la loi du marché fera ce qu'elle fera, ça deviendra encore plus cher. Donc, visez à devenir végétarien. Comme moi, hein, je ne suis pas dogmatique, je ne suis pas végétarien, je vise, je m'approche, comme tout, j'ai pas de dogme, je suis pas vegan non plus. Et de plus en plus, les produits animaliers que je mange, ça va être des œufs, ça va être des produits laitiers. Parce que garder un animal vivant qui produit du lait ou qui produit des œufs, c'est quand même un peu moins déconnant que de passer par les abattoirs. Forcément, un animal en fin de vie va plus produire une poule va plus produire d'œufs ou beaucoup moins, ce sera beaucoup moins rentable. Donc là, on peut éventuellement faire la poule au pot, hein, comme à l'époque de Henri IV. Et en fin de vie, en effet, la vache qui ne produit plus de lait peut donner aussi éventuellement un peu de la viande. Hein. C'est principalement ce qu'on fait. Hein. On abat les veaux pour avoir le droit à avoir du lait. Donc, pourquoi pas, on peut aussi manger les veaux, mais peut-être pas en aussi grosse quantité. Enfin, encore aujourd'hui, il y a des gens qui sont à 2 ou 3 repas carnés, viandards, par jour. Moi, je vise à faire un repas carné par semaine. J'y suis pas, hein. Je m'en suis approché fortement pendant une période. Bon, après, je vis avec d'autres personnes qui n'ont pas les mêmes convictions que moi, dans ma famille, dans mon foyer. Et je n'impose pas, encore une fois, je n'ai pas de dogme, mais je n'impose pas ma vision des choses. Je l'expose, mais je ne l'impose pas. Je suis ce qu'on appelle quelqu'un de tolérant, d'ouvert, je crois, j'espère. Et tout ça, mis bout à bout, fait que de plus en plus tôt l'été ou au printemps, on va avoir des restrictions. Ceux qui ont des piscines, désolé pour vous, vous n'allez plus pouvoir les remplir. Et ceux qui ont un jardin, comme je pense la plupart des gens qui sont abonnés à la chaîne ou qui me suivent, l'arrosage, stocker de l'eau, hein, je vous conseille. Parce que si vous êtes habitué aux tuyaux d'arrosage, ça risque de coûter cher, d'une, et de deux, ça risque d'être interdit, donc de coûter encore plus cher si vous le faites, parce que l'amende, elle va tomber. Hein. Et a priori, ils parlent déjà de mettre des prix par palier dans certaines régions, c'est-à-dire que potentiellement l'eau pourrait être gratuite. Dans certaines régions, pas partout, hein, attention, hein, renseignez-vous chez vous. Dans certaines régions, si vous ne dépassez pas tel plafond de consommation à la fin de l'année, c'est gratuit. Par contre, les industriels, les agriculteurs qui, eux, vont pomper, ils vont payer cher pour compenser ça, en fait. C'est le but du jeu étant de motiver les gens à consommer moins d'eau plus intelligemment. Donc, ces certaines régions-là, a priori, font les choses intelligemment, elles aussi. Et dans d'autres régions, ça va continuer d'être payant au même tarif qu'aujourd'hui et ça va être surclassé, surtaxé si on dépasse certains seuils. C'est la France d'aujourd'hui, on va dire, hein, répression, répression, répression. Taxe, 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 prison, flashball. Enfin, on est dans un monde magnifique de bisounours. Ah non, j'ai cru un moment. Et autre problème qui survient avec ces soucis de bassines, comme j'étais parti pour le dire, c'est que l'eau qui est stockée dans le fond, dans les nappes phréatiques, donc c'est dans de la roche poreuse principalement, l'eau elle s'en va pas comme ça, elle s'évapore pas comme ça. Et même s'il fait beau l'été, c'est pas ça qui va faire sécher les nappes phréatiques. C'est le fait de pomper dedans pour l'irrigation principalement. Et là, ce qu'on fait, on va stocker de l'eau en surface. Alors, ce que l'étude n'a pas pensé à faire, déjà, c'est que dans la roche, l'eau est filtrée.
donc minérale, c'est de l'eau minérale, hein, toutes les entreprises qui mettent l'eau en bouteille et qui nous empoisonnent la planète parce que les bouteilles finissent aussi dans la mer la plupart du temps, hein, le continent de plastique continue de grandir. Les microplastiques quand on avale dans le corps, je crois qu'on a l'équivalent d'une carte de crédit par semaine qu'on fait rentrer dans ce qu'on mange, dans ce qu'on boit. C'est une moyenne, parce que l'eau en bouteille, il n'y a pas que les polyphénols qui sont mauvais, il y a les microplastiques aussi qu'on avale. On ne sait pas encore aujourd'hui, il n'y a pas d'études pour comparer si c'est bon ou mauvais, parce que tous les humains de la Terre, il n'y a pas d'expérience témoin. Vous savez, une expérience témoin, c'est une expérience où on ne met pas l'agent qu'on veut étudier pour comparer avec les différentes doses de cet agent qu'on pourrait se mettre. Aujourd'hui, sur Terre, on n'arrive pas à trouver un seul humain qui n'a pas de microplastique dans le corps. Même au fin fond de la pampa, tout ça, on n'en trouve pas. Donc voilà. Eux, ils n'ont pas de restriction. Ceux qui mettent l'eau en bouteille, ils n'ont pas de restriction. Même quand les nappes phréatiques elles sont au plus bas, on continue de sortir l'eau en bouteille. L'eau n'est pas contrôlée aussi régulièrement que l'eau du robinet, hein, pour information. Aussi. Oui, elle est filtrée, elle est minérale, mais j'ai souvenir quand j'étais gamin, Perrier a eu des petits soucis avec son eau de source gazeuse. Pardon, j'ai dit une marque. Donc il y a Perrier, il y a donc Badois et Lidl, hein, voilà, trois groupes qui font de l'eau pétillante comme ça. Par contre, ce que je me souviens, c'est que chez Perrier, ouais, ils ont eu des soucis parce que c'est de l'eau naturellement pétillante. Bon, maintenant, ils dégazent l'eau, ils traitent l'eau et ils remettent le gaz dans l'eau par différents procédés. C'est principalement de la mise sous pression. Voilà, le CO2 est un gaz assez soluble dans l'eau, donc c'est pas compliqué comme méthode, mais ça demande des étapes, un peu plus d'énergie. C'est leur problème et le problème de ceux qui achètent les bouteilles de Perrier. Et il y a certaines bouteilles qu'on trouve encore en verre, moindre mal pour la santé publique. A priori, hein. Encore une fois, il n'y a pas d'études qui disent que c'est nocif, parce que que c'est plus nocif avec ou sans, parce qu'il n'y a toujours pas d'expérience témoin faisable. Et ces eaux-là, qu'on va mettre dans les bassines, elles vont être non seulement exposées au soleil, donc à l'évaporation, donc perte sèche pour de l'eau, c'est un peu comique comme situation, mais en plus de ça, c'est des eaux qui vont stagner. Alors, c'est creusé, si ma mémoire est bonne dans ce que j'ai pu regarder et trouver comme information, ça va être creusé sur 8 mètres de profondeur avec des digues de 8 mètres de hauteur. Donc, on va dire 15-16 mètres de profondeur au total, d'eau stagnante ou exposée en plein soleil sur des bâches plastiques et éventuellement du béton pour imperméabiliser ces structures. J'ai envie de dire béton au moindre mal, ça peut être poreux et stocker quelques bactéries bénéfiques pour lutter contre les pathogènes qui peuvent se développer. Mais là, non, ça va être de la bâche plastique, EPDM, PVC, il y a différentes méthodes qui peuvent être utilisées. Mais bref, pas super génial. Encore une fois. Donc l'évaporation, il y a l'eau qui croupit, qui est pas bonne à la consommation ni des bêtes ni de l'humain. Et l'appauvrissement des nappes phréatiques, que les petits agriculteurs n'ont plus d'eau encore plus tôt dans l'année et qui doivent quand même payer le financement via les taxes et les impôts. Merci la France. Cocorico. Je comprends que ça fasse rager et que des gens demandent l'autorisation de manifester contre ça. On est en France, on est obligé maintenant, depuis monsieur le président Nicolas Sarkozy, si ma mémoire est bonne, c'est lui qui nous a imposé ça, on est obligé de demander l'autorisation pour faire grève. C'est quand même
assez récent, on va dire, dans l'histoire de France depuis la Première République, depuis la Révolution française. C'était un petit peu notre marque de fabrique aux Français d'être râleurs. Hein. Maintenant, il faut demander l'autorisation pour râler. Ok, on fait les choses dans les règles, on est bien gentil. Enfin, moi, personnellement, je n'ai pas été râlé, je râle plus. Avant même que les flashballs et les tirs de grenades lacrymo se fassent, ça fait depuis que je suis étudiant, ou même peut-être lycéen, je crois, la dernière manif auquel j'ai participé. Je fais grève, en restant chez moi. Mon acte politique, c'est dans mon jardin que je le fais. Et aussi via les réseaux sociaux, je partage un petit peu mes points de vue et mes opinions. Dans le on a vraiment ma salive. Hop. Dans le café aussi, on a besoin de l'eau. Ou dans la bière. Mais ouais. On consomme. Ouais, je m'appelle plus l'alcool. Enfin, bref. On demande l'autorisation, je disais, et on nous la refuse. C'est un petit peu stupide de la part de l'État de savoir que des gens qui sont déjà en colère au départ à cause de tout le climat social actuel, de refuser ça. Ou est-ce que c'est fait exprès pour que, si on n'a pas le droit, on prendra le gauche? J'ai pas eu trouvé la réponse. Hein. Si elle a été publiée quelque part, elle est bien planquée. J'aurais tendance à croire quand même à l'option 2, que le but du jeu est de décrédibiliser le militantisme. Parce que, encore une fois, quand on est fort militant, on a tendance à pas chercher la caution scientifique, c'est juste l'affect qui joue. Et ça revient un peu, ça rebondit sur le fait que, regardez, il y a eu un rapport, c'est logique, c'est rationnel, c'est normal. Ne pas être d'accord avec ça, c'est être irrationnel. Ça rejoint cette logique-là, c'est pour ça que j'ai tendance à croire ça. Que le but du jeu, c'est de faire passer les militants pour ce qu'ils ne sont pas. Les gros abrutis, irrationnels, tout ce qu'on veut. Et du coup, la manif a quand même lieu, on a pu le voir sur les infos, avec violence, parce que la colère est présente, bien ancrée en nous depuis quelques trimestres, j'ai envie de dire, voire quelques années. Et il arrive ce qui arrive, hein, les cocktails Molotov, etc. Tout le monde n'est pas venu avec un cocktail Molotov, hein, c'est une minorité de gens qui n'ont pas su raison garder, on va dire. Ou pas, peut-être que certains ont organisé ça en groupe parce qu'ils s'attendaient justement à la répression du fait de l'illégalité de la manifestation. Et ça a engendré les violences policières qu'on a pu voir, mais encore une fois, illégale, cette violence policière. J'ai vu des tirs de grenades lacrymogènes en shoot direct. C'est interdit. La grenade lacrymogène, c'est un tir en cloche. La grenade explose au sol pour se répartir en plusieurs parties et les gaz lacrymogènes sont là pour disloquer la foule, hein, pour éparpiller la foule et pas que les gens restent groupés à faire front. Là, c'est du tir direct. On a vu j'ai envie de dire, de les appeler des journalistes. Un type qui porte une caméra, pour moi, c'est un journaliste, hein, même s'il n'a pas la carte et qu'il passe pas à la télé, qui fait ça pour YouTube ou une autre plateforme. Il est là pour amener de l'information, de la vraie. Donc, pas forcément celle qu'on voit à la télé ou qui ne nous intéresse pas de savoir que Machine a posé dans Playboy ou que Bidule a été interviewé chez Pif Magazine et compagnie. Hein. C'est du détournement d'attention médiocre en plus. Qu'on parle de ça aux infos plutôt que de parler des réformes, que ce soit sur les bassines ou sur les retraites, hein, en règle générale. Oui, c'est un discours politisé, très politisé aujourd'hui, et je l'assume. Mais quand je vois les violences policières illégales et que ça passe crème, il y a des plaintes déposées.
la loi du silence au sein de la police. Hein, on balance pas les collègues, on balance pas les frères d'armes. Hein, parce que, oui, on tire sur la foule en tir direct. C'est une guerre déclarée, c'est une guerre ouverte. Donc oui, ce sont des frères d'armes, ce sont des militaires. C'est plus à la base, c'est les gendarmes qui sont militaires. La police, elle n'est pas là pour faire de la répression. Hein, c'est police secours. C'est là pour aider la population. Là, on n'y est plus. Là, on n'y est plus. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Manifester, c'est illégal et puis dangereux aujourd'hui. Laisser faire, c'est encore plus dangereux pour demain. Parce que, comme je vous le disais, on va tous crever de faim, on va tous crever de soif. C'est mon point de vue. Ça n'engage que moi. Mais je pense que je suis pas le seul à penser comme ça. On file droit à la catastrophe. C'est pas nouveau, c'est... Alors je vais faire une sorte de coming out. Ça, c'est à Aurélien Barraud, un astrophysicien, philosophe, poète et militant, écologiste, militant, mais comme je disais, scientifique, donc les pieds sur terre. Ça, je le dois à Nicolas Mérieux, qui, une petite dizaine d'années, il y a 7-8 ans, il avait fait un format qui s'appelait La Barbe, où il dénonçait un petit peu toutes les dérives du monde de la mondialisation, je vais appeler ça comme ça, du système, pour parler comme les gens allumés qu'on peut voir partout, mais ouais, le système, il est pas bon, il faut changer le programme, ouais, je confirme. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire, ce que je disais, hein. J'essaye de m'approcher, parce que les agriculteurs sont... C'est un monde assez fermé, où on a toujours fait comme ça, je vois pas pourquoi on ferait différemment, c'est la réponse que j'ai le plus souvent essuyée. Parce qu'on leur a appris comme ça à l'école, hein, mais pareil, les écoles sont ouvertes et financées par des groupes de lobby industriels, que ce soit pour la vente d'engrais, la vente de semences, que ce soit le lobby du commerce, commerce de gros, hein, distribution de masse et compagnie. Donc forcément, on leur a donné une recette pour comment on fait de l'agriculture. T'achètes des graines, t'achètes ta terre d'abord, pardon, t'achètes une terre, qui est juste un substrat, hein, il faut le labourer assez régulièrement, donc il faut payer ton pétrole, il faut payer le tracteur, le crédit qui va avec. Si t'as le malheur de faire des bêtes, il faut payer les tables pour les faire vivre, parce qu'elles vont plus en pâture. Hein. On fait pousser des graines pour nourrir ces bêtes. Donc tu achètes ces fameuses graines. Ah, par contre, comme tu as labouré, la vie du sol, etc., c'est un sol pauvre. Hein, d'année en année, si vous regardez, si vous avez l'occasion de voir un champ ou une pâture à côté d'une zone forestière, vous verrez le niveau du sol de la forêt, vous verrez le niveau du sol de la pâture ou du champ. C'est, voilà. En fait, tout ça, là, ce qui a disparu, c'est la matière organique, c'est ce qui nourrit les plantes. À force de labour, d'exposer la terre à nu au soleil, le peu de matière organique qui est en surface, elle se fait irradier par le soleil. Matière organique, ça veut dire du carbone, principalement. Dans tout ce qui est vivant, il y a du carbone. Et carbone, avec les rayons UV, plus l'air qui passe au-dessus, ça s'oxyde. Et ça devient du gaz carbonique à effet de serre. Tout à faire. Hein. On parle souvent du méthane des vaches, mais c'est pas la seule source, hein, de gaz à effet de serre. Et il faut arroser. Et puis, comme tu n'as pas de vie du sol, que tu n'as pas de biodiversité pour réguler, les pathogènes, dès que tu en as un qui est là, il n'a pas de prédateur. Le pathogène, les nuisibles en règle générale, il se fait plaisir. Donc, il faut que tu achètes des produits fongicides pour éviter les champignons. Il faut que tu achètes des insecticides pour éviter les bestioles. Il faut que tu achètes du désherbant pour éviter que les graines qui, comme tu as labouré, les graines qui étaient en dessous, restent en dormance. Il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de chaleur. Quand tu laboures, la graine, elle redevient au-dessus. Elle se prend bien une irradiation solaire, elle sort de dormance, elle se réveille. Donc, elle fait concurrence à ta plante. Hein. Le maïs, au début, si tu as un chien dent qui est grand comme ça, le maïs, il est à l'ombre, il pousse pas. Donc, il faut désherber. Il faut payer. On a toujours fait comme ça? Non. Ça s'est implanté depuis la Seconde Guerre mondiale. Depuis qu'on a recyclé les tanks et les chars en tracteurs,
qu'on a réutilisé les barbelés pour faire le remembrement, là. Parce qu'on a arraché tous les arbres, toutes les haies, tout le bocage qu'il y avait en France, quasiment. Moi, j'ai encore bonheur, il y en a en Normandie encore, et moi, j'ai grandi dans la Vénois. On a encore un petit peu des bocages, on a encore un petit peu des haies. Ce que ça fait, les bocages et les haies, c'est des arbres qui vont pomper l'eau dans le sol. Donc, ils vont créer une dépression d'eau dans le sol. Donc, l'eau va remonter des nappes phréatiques à travers la roche. Donc, les nappes phréatiques, elles remontent. Et ça va transpirer. Ça va faire des rivières aériennes. Donc, des nuages qui se baladent dans le ciel et qui vont repleuvoir un peu plus loin et qui vont être réabsorbés par des arbres et qui vont repleuvoir un peu plus loin jusqu'à arriver en haut de la montagne et refaire le cycle de l'eau naturelle. J'aime pas trop ce mot-là, mais à la base, avant qu'on industrialise et qu'on imperméabilise tout, c'est comme ça que ça se passait. Donc on a mis des barbelés à la place des haies, pas toutes, hein, on a fait des grands champs là où il y avait plein de petits bocages, parce qu'on a été gros tracteurs avec des grosses machines pour faire des grandes lignes d'un coup d'irrigation, de labour et tout ça. On fait des tracteurs très puissants pour le labour profond, hein, parce que plus ça vient... Au début, on faisait un labour, les anciens, ils faisaient un labour à 15-20 cm, puis à 30, et là, on est à 60, voire à 1 mètre de profondeur chez les plus gros, quoi. Et pour creuser la terre sur 1 mètre de profondeur avec des roues sur une large surface, il en faut de la puissance. Donc, il en faut du diesel là, dans les tracteurs. Et même s'ils payent, je crois, un peu moins cher que le pauvre Kidam, que Monsieur Tout-le-Monde en France, ouais, ça a un coût. C'est pas pour rien qu'encore aujourd'hui, il y a tous les 2 jours un suicidé dans le monde agricole. Et la plupart du temps, c'est des mecs qui sont littéralement pris à la gorge par les traites. Hein. Alors on leur dit, il faut que vous grandissiez, il faut racheter plus de terre pour faire... tu fais une petite marge si tu as une petite terre. Donc si tu fais une grosse terre, tu fais une plus grosse... Le pourcentage restera le même, mais la monnaie à la fin du mois dans ta poche, elle sera un peu plus. Et puis, plus tu as de grandes surfaces et plus tu touches des aides, ce qu'on appelle la PAC, hein, la politique agricole commune, c'est encore aujourd'hui à l'hectare que c'est payé. Donc, c'est pas le petit agriculteur qui la touche. Plus tu es gros, plus tu es puissant, plus tu as des moyens, plus tu as des industriels derrière toi pour t'accompagner, mieux ça marche. À savoir que si tu te lances sur un projet agricole autre qu'à mon petit niveau de 2000 m², si tu veux acheter de la terre, il faut un crédit. La banque, elle te suit pas si t'as pas et les semenciers et les gens qui te fournissent les phytos. Donc tous les produits phytos, c'est engrais, pesticides et machin truc. Et si t'as pas aussi un dossier crédit avec le tracteur qui va bien derrière. Et il faut que tu possèdes en plus de ça quelque chose qui puisse leur servir de garantie si tu payes pas ta retraite, quoi. Donc en gros, les mecs à la fin, ils ont tout à perdre et rien à gagner. Et ils sont pris à la gorge. Donc on en retrouve assez souvent ceux qui font des bêtes pendues dans les étables, principalement. Ceux qui font de la céréale pour les bêtes ou qui font de la céréale parce qu'ils font des bêtes, ils se suicident directement avec les produits. Hein, ils avalent ça, tranquille. Donc non, c'est pas souhaitable. Non. Aujourd'hui, même maintenant, on se prend plus la tête, les industriels. Ils achètent directement les terres, beaucoup plus cher, comme ça. Le petit fermier qui veut prendre sa retraite, qui veut surtout pas que ses héritiers héritent de cette vie, parce qu'elle est pas souhaitable pour eux, ni pour leurs enfants, hein, de leur point de vue, je le comprends totalement. Et si t'as un petit fermier en face qui veut acheter ta terre, allez, on va dire, il fut un temps, c'était à 5000 € l'hectare en moyenne en France. Si tu as un industriel qui est prêt à mettre 5 fois le prix, tu penses retraite, je vais toucher rien, donc j'ai intérêt de faire un gros pactole pour pouvoir estomper dans le temps ce gros pactole pour pouvoir vivre. Donc oui, forcément, l'agriculteur, il va vendre à l'industriel. Là, j'ai vu... on est parti dans les digressions, on n'est plus sur les méga-bassines, mais ça reste le problème systémique. Pour pas les citer, je vais dire une marque de chips assez réputée en France qui a fait un bon greenwashing, achète directement les terres en Bretagne aujourd'hui pour planter les patates. Et il n'y a plus d'agriculteurs. Ils embauchent des gens pour conduire des tracteurs, ils embauchent des gens pour faire les récoltes, qui ne sont pas forcément les mêmes, c'est des métiers, on spécialise tout, hein, c'est la mondialisation, il faut
faut savoir être bon dans un seul domaine. Donc ça veut dire être inutile dans les autres domaines. Ça veut pas dire être nul, hein, mais si tu as un savoir dans un autre domaine que celui de ton métier, ça sert à rien. C'est la mondialisation. Chouette. Et bah forcément, le marché étant ce qu'il est, déjà d'une, quand tu as la concurrence d'un gros industriel pour acheter un terrain, c'est déjà pas évident au départ. Si t'es pas diplômé, si t'es pas du monde agricole, on a les SAFER qui protègent un petit peu les ventes de terres agricoles. Ils ont la primeur sur la préemption et c'est eux qui disent oui ou non. Hein, quand tu veux acheter une terre agricole, tu dois déposer un dossier à la SAFER. Et si au bout de 3 mois, ils t'ont pas dit non, ou s'ils t'ont dit oui avant les 3 mois, tu as le droit de posséder la terre. Donc c'est en plus des 3 mois de délai avec la banque, hein, donc ça prend un peu du temps pour devenir propriétaire terrien, pour juste des terres agricoles, hein, non constructibles. C'est pas évident déjà comme ça. Mais si en plus de ça, tu as la concurrence d'un gros industriel qui est prêt à mettre 5 fois le prix, ben, forcément tu te fais évincer sur la vente. Et deuxième effet qui se coule, c'est que ben, le marché étant ce qu'il est, la moyenne du prix de vente, elle est basée sur ben, les ventes passées. Donc si tu as un mec qui vend 5 fois plus cher son terrain, et ben, ça va jouer un petit peu sur la balance. Et puis si tu en as un deuxième, ça va jouer un peu plus. Puis si c'est tout le monde qui commence à vendre, ben, le prix du terrain il va passer de moyenne à 5 000 à 25 000 euros l'hectare. Donc un hectare, c'est 100 mètres sur 100 mètres. En terre non constructible, donc oui, ça fait pas cher par rapport à ceux qui sont habitués de voir les prix des terrains prêts à bâtir ou viabiliser. Là, on parle de terres agricoles où on ne peut faire que de l'agriculture. Moi, pour mon projet de vie, j'aimerais avoir minimum 3 hectares, parce que je rappelle que je suis digression du marcheur, hein, c'est écrit en bas, je suis piéton. Hein, je n'ai plus de véhicule, donc j'aimerais pouvoir gagner en mobilité quand même. Hein. Si j'ai du véhicule, j'ai un vélo électrique et 3 vélos mécaniques, et les transports en commun. Mais je dois avouer que si je pouvais me déplacer en calèche, en fait, moi, mon projet de vie, c'est de m'installer avec des chevaux, donc minimum 2. Donc déjà, il faut de la surface pour que ça mange, hein, parce que moi, je ne vais pas les mettre en étable, je veux que ça broute de l'air, mes petits animaux. Donc, dans mon projet de vie, j'ai minimum 1 hectare où je vais être en surface utile agricole et 2 hectares pour mes animaux. Donc, chevaux et éventuellement poules, cochons, canards, petits moutons, chèvres, quelque chose comme ça, quoi. Minimum 2 hectares. Donc, il faut, pour les animaux, plus 1 hectare pour moi, 3 hectares. Mon projet de vie étant de faire de la transformation sur place à la ferme, une ferme pédagogique ouverte aux écoles, et que les animaux, en plus de ça, de me servir à moi, peuvent servir au transport scolaire dans le village où je serai implanté, amener la nourriture transformée à la ferme dans les cantines, et en plus de ça, interagir avec les enfants. Enfin voilà, c'est la ville qui sera prête à accueillir un projet comme celui-là. Elle n'aura plus à payer les déchets verts qu'elle emmène à la déchetterie. Hein. La ville où j'habite, ils payent 130 € par camion benne. Et quand ils font un tour de déchetterie verte, c'est minimum par 2 camions à la tournée. Il y a les terrains de foot, il y a les élagages, ils ont du bon volume. Le but du jeu étant de faire rapatrier ça gratuitement sur le terrain, pour la fertilité des sols, quand même un peu pas déconnant, de créer du travail, accessoirement, pas que à moi, hein, 3 hectares à moi tout seul, m'occuper des animaux, m'occuper de la ferme, m'occuper de la formation, du transport, non. Mes journées vont comme tout le monde 24 heures. Donc il y aurait une création d'emplois. Il y aurait un assainissement de la nourriture dans les cantines, même si ça commence quand même par rapport à
à l'époque où moi je profitais de la cantine quand j'étais sur les bancs d'école, c'est a priori quand même plus sympa ce qu'on trouve dans les assiettes aujourd'hui. Là, ce serait encore meilleur. Donc, création d'emplois, émulation, stockage des eaux usées, enfin des eaux de pluie, formation sur tout ce qui est autonomie, donc moins de dépendance, un peu plus de souveraineté sur les énergies, sur l'eau. Enfin, l'eau fait partie des énergies hein, dans le vocabulaire, on va dire politique. Et bah ouais, créer du bonheur en fait. Et puis, alors, cerise sur le gâteau, servir d'exemple à d'autres communes autour. Encore une fois, cette histoire de tache d'huile. Moi, je suis tout seul. J'ai commencé à contaminer quelques personnes autour de moi et j'en contamine un petit peu plus. Là, YouTube, je suis tout petit. Encore une fois, je suis un petit youtubeur de rien du tout. Hein. Je suis loin de monétiser ma chaîne. Mais rien que sur ce mois-ci, j'ai pris 30 abonnés. Ben, si vous regardez récemment, vous voyez sur ma chaîne, je suis à 86 abonnés. 30 abonnés, ça représente plus du tiers sur un mois. Ça fait 2 ans bientôt que j'ai ouvert la chaîne. C'est une accélération de fou. Hein. Il y a 1 an, je me souviens, j'étais à peu près à 30 vues par vidéo. Là, je suis... les dernières vidéos, elles tournent autour, un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous, selon les vidéos, selon les sujets, de 600 personnes qui voient mes bêtises. Encore une fois, un grand merci à vous. Et bah, la tache d'huile, elle grandit. Ça veut dire que ça marche. Pas assez vite, hein. Comme je disais, l'idéal, c'est moi ce que j'aimerais depuis 15 ans que j'ai ce projet en tête, c'est d'être déjà installé, d'avoir ma maison, pareil, une maison intelligente. Ça veut pas dire avec de la domotique de partout, hein, au contraire. C'est une maison autonome en énergie. Hein, autonome en énergie, ça veut pas dire produire de l'énergie, ça veut d'abord dire ne pas en consommer. Hein, encore une fois, je me suis mis à mon compte, je suis un patron. Mon but du jeu n'est pas de faire du chiffre d'affaires, c'est d'arriver à vivre sans en faire, ou en faisant le minimum. Parce que ma richesse, encore une fois, c'est le temps, c'est pas la thune. Forcément, si tu as de la thune, ça te fait gagner un peu de temps sur des projets. J'ai envie de dire, si au lieu de creuser une mare et pas une bassine, parce que c'est un projet destiné, si j'avais une grande surface de terrain, si je voulais creuser une grosse mare, bah, ça va forcément plus vite avec un tractopelle que je loue. Hein. Je suis, encore une fois, pas dogmatisé, je ne crache pas sur tout ce qui est pétrole. Faire venir un tractopelle, creuser, tasser la terre, j'ai même pas besoin de bâche en fait. Hein. Avec une terre argileuse, si tu la décompactes et que tu la recompactes bien, elle devient imperméable. Si tu as un apport d'eau régulier, il n'y a pas de souci, tu n'as pas besoin de plastique. Hein. L'argile est un très bon imperméabilisant quand il est tassé. Hein. Mais que creuser avec la pelle, avec une pêche, machin, un coup de pioche parce que tu tombes sur des cailloux, tu te fais mal, tu te fatigues et ça prend énormément de temps. Donc quand tu as de l'argent, tu peux gagner du temps. Quand tu as dépensé de l'argent, tu peux en regagner après. Quand tu as dépensé du temps, il est perdu. C'est là que c'est pas une égalité, hein, il y a une flèche hein, quand on dit le temps c'est de l'argent. Mais à ce moment-là, voilà, c'est une maison intelligente qui consomme peu parce que, alors, pour ceux qui connaissent pas, j'allais dire, vous pouvez faire vos recherches sur GeoNef ou Earthship, mais je vais vous expliquer dans les grandes lignes ce que c'est. C'est une maison semi-enterrée avec une face au sud qui est une grande baie vitrée qui vient capter tout le soleil. Donc, baie vitrée à 90 degrés du soleil d'hiver, du solstice d'hiver. C'est-à-dire que l'hiver, quand le soleil est bas, la baie vitrée elle va être à 90 degrés, le soleil va pénétrer le fond de la maison, il va réchauffer le mur. Il y a une grosse masse thermique de terre isolée du reste de la terre. La journée, la chaleur s'accumule, la nuit, la chaleur est renvoyée dans la maison. Beaucoup moins besoin de chauffage, voire pour ceux que j'ai pu étudier, il y en a même certaines qui n'en ont absolument pas besoin. Et l'hiver, quand le soleil est haut, il y a la cascade qui empêche le soleil de taper trop rentrer dans la terre, dans la maison. Et la fraîcheur de la terre va garder la maison fraîche, donc pas besoin de clim l'été. Premier point, niveau énergie de chauffage, pas mal.
Niveau énergie d'éclairage, pas trop dégueu. Tu rajoutes des petits panneaux solaires justement qui font ta casquette ou au sol pour que ce soit facile d'accès, mais même quand c'est un semi-enterré, tu peux passer par au-dessus pour le nettoyage. Donc si tu nettoies tes panneaux solaires régulièrement, tu as moins de poussière, tu as une meilleure rentabilité, tu as plus d'électricité pour un rayon de soleil reçu. Deuxième truc un petit peu pas trop déconnant, plus le toit qui sert de récupérateur d'eau de pluie, l'eau coule, et là tu as des réservoirs tout au long de ta maison, une grosse cuve en béton, sans lumière, donc pas de développement d'algues, du béton avec des bonnes bactéries qui font que tu n'as pas trop de développement de pathogènes, ça n'empêche pas une filtration derrière, à plusieurs couches la filtration pour les microparticules, les nanoparticules, et tout ce qui peut venir saloper ta santé, on va dire, c'est filtré. Hein, tu auras un réseau eau potable et un réseau eau d'entretien, on va dire. Cette eau-là, tu t'en sers, donc tu bois ou tu te laves avec, tu fais ta vaisselle ou tu nettoies tes sols. Elle part pas aux égouts, elle part dans la serre, avec une petite phytoépuration au début. Donc sur toute la longueur de ta maison, tu as au point haut, on va dire, une épuration de l'eau qui va être faite par des grasiers, des pouzzolanes et puis des bactéries qui vivent avec les racines, principalement du jonc, enfin des trucs comme ça, des plantes d'eau. Tu vas irriguer ta serre, donc tu produis de la nourriture toute l'année, tu peux avoir des tomates. Et il y en a même des maisons qui sont faites sur 2 étages où ils font pousser des fruitiers dedans, des bananiers, des agrumes, et tout ça, dans des régions absolument où tu te dis, mais waouh, j'aurais jamais cru voir des bananiers là-bas, quoi. Dans le Canada, enfin, en Amérique, c'est très développé. Ça arrive en France. J'ai vu 2-3 reportages où ça se fait. Donc, le Earthship, c'est une marque déposée, hein, c'est Earthship Biochecture qui fait ça, mais les plants sont libres de droit. Donc, une maison inspirée Earthship. Donc, cette eau-là qui part dans la serre, elle nourrit tes plantes. Ah, en fin de plante là-bas, tu peux même encore utiliser de la chasse d'eau. L'eau, elle est filtrée, machin, même si c'était de l'eau grise, tu peux encore t'en servir pour une chasse d'eau. Si vraiment tu as peur de perdre du confort, que tu connais pas le toilette sec et que tu sais pas quand un toilette sec est bien fait, il n'y a pas de problème d'odeur, il n'y a pas de problème d'hygiène. Mais pour ceux qui sont un peu frileux, on va dire, je peux comprendre, tu peux utiliser encore un système de toilette à chasse d'eau et ça part dans un tank, septique tank, une fosse septique qui nettoie, enfin, qui va décanter, qui va, voilà, tu peux récupérer un peu de méthane, éventuellement. Pas super facile, mais on peut éventuellement récupérer du méthane de la fosse septique. Et l'eau qui en ressort, tu peux irriguer d'autres arbres dehors dans ton terrain. C'est pas déconnant quand même comme système. Hein. Une goutte d'eau qui tombe sur ton toit, elle est utilisée 4 à 5 fois, quoi. Pas mal, pas mal. Moi, j'aime bien je trouve ça une maison intelligente. Un smart house. Et sans domotique, sans électricité extravagante, sans programme. On peut en plus s'amuser à rajouter ça. Rajouter des panneaux solaires pour l'eau chaude. Je parle pas de photovoltaïque, là je parle des panneaux solaires pour l'eau chaude. Plus un système de poêle de masse pour éventuellement, si on a peur d'avoir froid l'hiver, mais j'ai envie de dire, le poêle de masse qui sert à la fois à la cuisine, de chauffage et de chauffe-eau, pour l'eau du robinet. Tu fais tourner ça un peu, tu l'allumes d'abord, tu fais ta pizza, ensuite sur la température descendante, tu fais ton pain, après tu fais ton poulet, après tu fais quelques plats qui ont besoin de moins en moins de température. Et vraiment sur la fin de température, quand tu es à 60-70 degrés, que ça cuit plus grand chose, tu peux même t'amuser à faire lever ton pain pour la tournée d'après. Ta pain, ta pâte à pizza, etc. En gros, tu l'allumes 2 fois, 3 fois par semaine, ton feu, avec tout petit peu de bois, parce que en plus de ça, c'est des feux intelligents qui n'émettent pas de suie, parce que tu as une double combustion, les suies sont brûlées dans le système en fait. Hein. Il y a des feux de cheminée, mais c'est calculé pour. C'est pas un feu de cheminée qui part brûler le toit de ta maison, quoi. C'est contrôlé. C'est des maisons franchement pas déconnantes, quoi. Et bah, si tu peux avoir ça au milieu de ton petit point de paradis avec tes animaux, ta petite ferme, ta production de nourriture,
Tes herbes aromatiques, voilà, tu sors de la cuisine, tu es dans la serre, paf, tu prends tes herbes aromatiques, limite, tu peux t'amuser à aller jeter de la serre jusque dans ta casserole, quoi. Truc de paresseux, là, fait le permaculture, un truc de paresseux, je vous le dis. Mais si on vivait tous comme ça, vous croirez pas que la facture énergétique de la France serait un petit peu moins violente? Vous croyez pas que les méga bassines seraient plus utiles? Je sais pas. C'est une vision systémique. Si on s'amusait, tu vois, dès que tu as un dernier smartphone qui sort, ouais, c'est génial. Tout le monde veut le même. C'est ça le problème du système. Dès que tu as un truc qui sort, tout le monde, il faut qu'il l'ait. Les véhicules à explosion, c'est un truc magnifique. Enfin, moi, je suis content. Ma femme, elle a eu un accident de trajet en venant du travail au mois de novembre. Je suis content que les ambulances existent. Je suis bien heureux. Par contre, que de savoir que tout le monde, chaque foyer a 2, 3, 4, 5 véhicules des fois, pourquoi faire? À quoi ça sert? Pour courir dans ce système-là? Moi, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai fait un pas de côté, hein, je vous l'ai dit. Hein. Si je marche, c'est pour montrer l'exemple aussi que c'est. Je suis pas malheureux. Je suis révolté aujourd'hui parce que ouais, j'ai pris beaucoup d'informations. Par rapport à... Il faut faire le tri, hein. Je dois avouer que je suis un petit peu une éponge à sentiments. Il y a beaucoup de gens qui sont énervés. Il y a quelques gens qui sont posés, qui arrivent à donner des informations claires, nettes et neutres, aussi, un petit peu. Je dois avouer que ouais, je retranspire un petit peu la colère que j'aspire. Je suis quelqu'un d'heureux, c'est parce que je ne garde plus ma colère. Moi, je l'évacue. Vous me servez aussi à ça. Pour ça, un gros merci. Mais ouais, puis naise, si on était tous dans des maisons intelligentes, pas que du Earthship, hein, il y a plein de façons d'avoir du solaire passif. Hein. Mais si on était tous là-dedans, je sais même pas que j'en suis persuadé, c'est convaincu que je suis. Hein. C'est d'une logique irréprochable. Là, tu peux mettre toute l'armée de scientifiques que tu veux, je pense pas qu'ils trouveront une faille comme le bureau BRGM qui se sont fait mettre à l'or parce que bah, les mecs, vous n'êtes pas dans l'air du temps, là, vous êtes 10 ans en arrière. Ça va vite aujourd'hui le monde, hein. Les changements climatiques, il accélère. Hein. On est sur une pente raide, là. Le mur est proche au regard des 200 dernières années de l'industrialisation, on va dire. J'en sais rien, j'ai pas de boule de cristal, encore une fois, je sais pas quand est-ce que ça arrivera. Hein. Et de toute façon, on se prendra pas un mur, ce sera pas un choc direct, c'est croissant. On est déjà dedans. Hein, c'est pour ça que je parlais de Rien Barreau. Je suis pas un alarmiste pour le futur, c'est déjà passé. Hein, la chute drastique de la biodiversité, le réchauffement climatique, la pollution en tout genre, les horreurs sociales qu'on peut voir partout au travers du monde, tout ça c'est déjà du passé, c'est encore actualité, mais c'est déjà commencé depuis un petit bout de temps. Donc je pense pas qu'on se prendra une claque du jour au lendemain, on est juste en train de se la prendre. On est comme des grenouilles dans une casserole. Tu fais rentrer une grenouille dans une casserole d'eau froide et tu allumes le gaz, bah, elle va mourir cuite. Tu prends une grenouille que tu mets dans une casserole d'eau bouillante, elle va se débattre. Hein, si elle a de la chance, elle arrivera à en sortir. C'est ça le truc. Nous, on est arrivé dans l'eau froide, on a fait un départ à froid et on s'acclimate petit à petit à ce que l'État nous impose, à ce que le monde nous impose, le système mondial nous impose. Bah, moi, je suis pas une grenouille. Je suis français, hein, mais je suis pas froggy, comme ils disent les anglo-saxons. Je suis pas d'accord avec ce système-là. C'est pas nouveau. En fait, c'est bien avant qu'on en parle. Non, depuis 1974, rapport Meadows au Club d'Europe. Hein. Il y a des curieux qui sont déjà là encore au bout d'une heure passée. Hein. Merci à vous encore. Mais non, là, on marche sur la tête. Allez, à tantôt. Yep. Désolé, j'ai été coupé. Pas pensé à mettre le téléphone en mode avion. Du coup, bah, j'ai reçu un coup de téléphone, donc je vous ai un petit peu bâclé. Je vous ai juste dit à tantôt. Honte à moi. Faites attention à ce que vous mettez dans la tête et dans la terre.
Respectez-vous et respectez-la. À tantôt, pour de vrai ce coup-ci.